notre troisième table ronde, notre troisième acte, doit nous permettre de traiter la troisième des 4 grandes questions qui figurent sur notre feuille de route. Comment améliorer l'attractivité fiscale en France pour plus d'investissements? Alors, pour définir les enjeux de cette table ronde et de cette question, je demande à Christian Nibourel, que vous avez déjà vu tout à l'heure, de remonter sur la tribune et de bien vouloir ouvrir notre séance. Christian, la parole est à vous. Merci. Ça sert à quoi les impôts, Christian, alors? Écoute, je pense que c'est la bonne question. Et finalement, j'ai décidé de changer un peu mon introduction, parce que quand j'ai vu Philippe tout à l'heure faire une référence à l'histoire, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une référence à l'histoire. Alors moi, finalement, je vais faire une référence sur 5 dates, de 1422 à 2013. On va voir ce qui peut se passer. Et je ferai vous savez que vous n'avez pas 1 heure, hein? Et je ferai ça en 10 minutes, comme tu me l'as proposé. Alors en 1422, qu'est-ce qui s'est passé? C'était effectivement Charles VII qui succède à son père. La couronne de France est entre les mains de l'Angleterre, du roi d'Angleterre, et puis il faut restaurer l'autorité du roi, reconstruire un pays ravagé par la guerre de 100 ans et redresser la finance du royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il simplifie le système d'imposition, il crée un impôt sur le revenu, la taille, vous vous rappelez, hein, un impôt sur les récoltes. Il légitime l'impôt en expliquant que les dépenses qu'il sert à financer, à cette époque c'était reconstruire l'armée pour éviter le désastre d'Azincourt, et il décide aussi de ne plus réunir les États généraux en disant ce sont des charges supplémentaires pour le pauvre peuple qui doit payer les frais de ceux qui y viennent. Au final, la réforme fiscale est bien acceptée, elle est compréhensible de tous, elle est prévisible, elle est stable. Elle va déboucher sur une période de croissance et du coup renforcer le sentiment que le jeu en valait la chandelle. Deuxième date, 1594, c'est qui? C'est Henri IV, qui devient effectivement roi de France. Là, on est dans la crise économique, les épidémies de peste, la guerre de religion, appauvrissement général du pays, l'impôt qui ne rentre plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aider la paysannerie en se disant finalement, si l'agriculture se redresse et prospère, ça permettra un meilleur rendement fiscal. Il interdit la saisie des instruments de labour par le fisc, et finalement il développe un réseau de voies publiques, des canaux, faciliter le commerce. On importe le verre de soie pour éviter d'importer la soie italienne. La prospérité revient. 1789, Déclaration des droits de l'homme, j'arrive à la fin. Qu'est-ce que dit l'article 13? Alors l'article 13 avec la loi de programmation militaire, c'est pas le même. Pour les connaisseurs... Bon, mais c'est un autre débat. Alors, pour l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. De cette définition découlent 3 principes. Efficacité, l'impôt sert à financer les services publics. Universalité, tous les citoyens doivent être sujets à l'impôt. Proportionnalité, l'impôt doit être proportionnel. 92. Alors, 92, j'ai retrouvé une chanson. C'est celle des inconnus. Alors, ça va peut-être un peu être décalé ici, mais ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne, ce que tu as sué de ton front, on te le sucera jusqu'à fond. 92. L'impôt apparaît... Non mais là, l'impôt apparaît comme une confiscation pure et simple de la richesse créée. La chanson a 20 ans. Bon, on a l'impression parfois que certains slogans ont été repris ces derniers temps. 2013. 3 ministres reconnaissent qu'on a atteint les limites d'un système. Pierre Moscovici, le ras-le-bol fiscal. Bernard Cazeneuve annonce un objectif, les 3 S, stabilisation, simplification, stimulation. Jean-Marc Ayrault s'engage sur une remise à plat de notre système fiscal, devenu selon lui trop complexe et quasiment illisible. En France, l'impôt est doublement chargé en charge, mais chargé moralement. La fiscalité est plus perçue, finalement, comme une punition et pas comme un instrument de redistribution ou de soutien de la création. Vue de l'étranger, la fiscalité française suscite une certaine méfiance, on l'a vu ce matin dans les débats. Or, le doute chasse l'investissement, un sentiment d'arbitraire, de remise en cause systématique, de règles passées, de rétroactivité. On a l'impression qu'on touche toujours à tout et qu'on revient en permanence sur les règles du jeu. Dans tout cela, qu'est-ce qui relève de la perception et de la réalité stricte? Alors, j'ai vu un article publié par Karine Berger dans le magazine Challenge fin octobre, de belle lecture. La première tâche
est de tuer les fantasmes qui perdurent sur la fiscalité des entreprises, nous dit-elle. Je ne sais pas si on parle tout à fait des mêmes fantasmes, mais elle aura peut-être l'occasion de nous l'expliquer. Et puis il y a Xavier Niel aussi à l'autre bout, puisqu'il faut être complètement ouvert dans nos présentations de nos propos, qui déclare que la France était un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Ensuite, voilà, c'est aussi Karine Berger qui nous dit de rétablir l'efficacité économique et la justice fiscale. Voilà, donc c'est un moyen, est-ce que ce moyen permettra ou parviendra à rétablir la légitimité de l'impôt et par conséquent son acceptabilité? Pour répondre à des enjeux de simplicité, d'efficacité, de stabilité, le point de départ de toute réforme et de toute refonte du système, n'est-il pas la question suivante, finalement, à quoi sert l'impôt et quelle est la vision de la cible politique que l'on veut atteindre pour que l'impôt puisse aider à la réalisation de la cible? Voilà le débat. Merci beaucoup, Christian. Alors, nous accueillons maintenant Javier Jimeno qui va monter à la tribune et qui va aller extraire de l'étude INSEAD le ou les deux faits saillants qui vont illustrer notre débat fiscal. Merci Gilles. Bon après-midi, messieurs et madame. La contribution de l'INSEAD dans ces discussions sur l'attractivité fiscale va se focaliser pas seulement sur le niveau de taxation, mais aussi sur la contrepartie des services publics. Et finalement, l'attractivité de la France, ce n'est pas seulement en fonction de combien on paye à niveau des taxes, mais aussi les services qui sont rendus, et ça c'est vrai à niveau individuel comme à niveau des entreprises. Et depuis notre diagnostic, c'est là que les choses ont changé depuis quelques années. La France a été traditionnellement un pays de grands services publics, alors qu'il avait aussi une très haute taxation. Mais ça marchait, l'équilibre était le bon. Mais depuis les dernières années, on a vu un décul de la qualité des services publics. Et par exemple, Bruno a parlé avant sur les rankings de l'éducation, sur l'évaluation des PISA. Et en même temps, la taxation a monté. Ceci dit, c'est clair aussi que le niveau de taxation est très haut en France. Les taux de prélèvement obligatoires montent maintenant à 46% et seront à 46% en 2014. Et comme on voit sur ces graphiques, c'est beaucoup plus haut, à peu près 10% plus haut que ceux des autres grands pays européens ou la moyenne de la OECD. Et en fait, les indicateurs de l'évolution sont clairs. Les dépenses publiques sont maintenant à 56% des produits intérieurs bruts, et même avec les prélèvements obligatoires aussi hauts, et la France a un défi public qui monte la dette, qui maintenant, en 2014, sera à peu près à 95% des produits intérieurs bruts. Alors, quelles sont notre réflexion sur cette situation et quel débat il faut faire pour faire un redressement soutenable de la situation? Le premier serait comment améliorer l'efficacité des services publics pour avoir des meilleurs services à un moindre coût. Alors ça c'est passé nécessairement au niveau de la réforme des secteurs publics, de la modernisation aussi, comme on a vu qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Aussi l'utilisation de la technologie pour faire un service public qui sont plus efficaces, et ce qu'on appelle en anglais le e-government. La deuxième dimension, c'est un thème qui est un peu tabou en France, que c'est les discussions, les débats sur les tailles et les compétences de la fonction publique en relation au secteur privé. Et ça, c'est une discussion que beaucoup des autres pays sont en train de faire. Ce serait intéressant de la voir. Notre deuxième constat, c'est sur la manière, la structure de taxation des entreprises en France.
Et comme vous voyez sur le tableau, et la taxation des entreprises, ce n'est pas seulement très haute, mais c'est très focalisé sur les charges sociales, qui sont à peu près 59%. Voilà, c'est ce qui est en vert. Hein. Pardon? C'est ce qui est en vert sur le graphique. C'est en vert au milieu des débats. Et alors, il y a une réflexion à faire si cette structure de financiation du secteur public est bonne et en surtaxant le travail dans ce moment dans lequel on a un contexte record de chômage. Et finalement, je vais aussi retourner sur quelque chose que j'avais parlé dans ma première intervention, sur les enquêtes de la compétitivité européenne, la position en France. Comme vous vous souvenez, il y avait quelques dimensions dans cette enquête, comme le niveau de régulation et la complexité des codes de taxation en France qui ont fait réduire la compétitivité française. Alors, ce sont les points qui viennent de l'étude INSEAD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Javier. Si vous voulez venir vous asseoir à côté de Karine Berger, et puis Marc Lermite, qui nous projette son troisième tableau de chiffres clés. J'ai failli avoir ma propre revendication, pas de chiffres clés, sans café, mais je ne suis pas comme ça. Alors voilà les chiffres clés de la table ronde. Denis, c'est pour toi, je sais, tu nous reçois si bien, mais quand même, c'est dur. Les chiffres clés de la table ronde fiscalité, alors là encore un tableau tout en contraste, mais qui, il faut le reconnaître, voilà, pèse plus en défaveur de la France. Et pour cette table ronde, je pense qu'on doit avoir à l'esprit les points et les contrepoints. Vous êtes maintenant familier avec notre esprit binaire, I, Y. À gauche, ce qui pèse en notre défaveur, le débit, le passif, la pression fiscale, et Javier en a remarquablement parlé. Moi, ce qui me frappe, c'est le deuxième chiffre à gauche, l'écart de notre IS avec la moyenne européenne, 10 points exactement, c'est une belle symbolique. Et surtout, la fiscalité du travail, j'ai trouvé cette statistique de la Banque mondiale intéressante quand elle exprime la taxation du travail en pourcentage des bénéfices commerciaux. Elle nous situe au niveau de la Belgique, certes, mais 5 fois plus qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et pourtant, sur la partie droite, un peu de soleil sous la coupole, une vraie facilité pour créer une entreprise en France, en tout cas s'agissant des délais, 7 jours en moyenne pour créer une entreprise en France, à peine plus qu'aux États-Unis, 5 jours, et beaucoup moins que dans la plupart des pays concurrents. Des régimes favorables en matière d'innovation, j'y reviens dans quelques instants, et des bénéfices, des avantages à cette fiscalité lourde, certes, mais qui nous apporte, vous voyez ce chiffre, 51% des entreprises reconnaissent la qualité de nos infrastructures comme un des grands bénéfices du poids fiscal et de la dépense que nous y accordons. Alors les deux chiffres qui me semblent importants, et Javier en a signalé un, et je pense qu'il faut enfoncer le clou également, et j'espère que cette table ronde trouvera un peu d'air au poids des prélèvements qui est aujourd'hui supérieur à celui de la Suède ou de la Belgique, sans parler, l'autre triste record, Javier l'a dit aussi, de la dépense publique en pourcentage du PIB que nous avons laissé dériver, et je crois qu'on ne peut plus la laisser dériver. En revanche, il y a un autre record qui s'affiche à droite, heureux celui-là, c'est la position de la France pour les incitations fiscales en matière de R&D, reconnue comme telle par l'OCDE. Le CIR notamment, on en parlera dans la 4e table ronde, donc je ne veux pas tout déflorer, mais reconnu, et on sait le faire, reconnu comme une incitation fiscale efficace, compétitive et surtout visible. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Alors, nous entamons notre débat avec, comme ce matin, 6 thèmes, 6 prises de parole par les 3 chefs d'entreprise et puis 2 grandes réactions de Karine Berger à mi-parcours et à la fin du second round. Alors, je vais d'abord donner la parole à Dominique Réniche, qui est chairman Europe de Coca-Cola Company. Alors, on rentre avec vous directement dans le sujet, j'allais dire, qui fait le plus mal, c'est-à-dire le niveau fiscal et social qui pèse sur les entreprises, et autant que le niveau, la répartition, ce qu'on appelle le mix fiscal
de ces prélèvements. Oui, exactement. Bonjour. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile. On vient de l'entendre dans les deux introductions. Les charges qui pèsent sur les entreprises sont très très lourdes. Ce que je voudrais faire, avant d'entrer dans le sujet fiscal pur, parce que moi je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité, c'est un sujet très compliqué, mais il y a quand même quelques vérités simples qu'on ne peut pas ignorer. Donc avant de parler de fiscalité, moi je voudrais parler emploi. Parce que, qu'on le veuille ou non, les entreprises sont les seules machines à véritablement créer de l'emploi. Et c'est très important qu'on ne l'oublie pas dans notre pays. Pour créer de l'emploi, évidemment, une autre vérité simple, c'est qu'il faut qu'elle puisse générer de la croissance. Donc n'oublions pas non plus cela. Emploi, croissance. Or, la concurrence est rude. Et on aurait bien tort de se regarder le nombril. Parce que la concurrence est rude et bien sûr, tout le monde parle des BRIC, des émergents. Tout le monde a les yeux rivés sur l'usine du monde, la Chine et maintenant la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces concurrents évidents, il y a aussi nos voisins européens. Et nos pires concurrents, peut-être, sont également nos amis et ils sont à nos portes. Il ne faut pas oublier que nous avons un écart défavorable de 100 milliards d'euros, même plus de 100 milliards, entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. En termes de prélèvement. En termes de coûts de l'exploitation et de coûts du travail. Hein. C'est à peu près réparti 50-50. 100 milliards d'euros déjà avec nos voisins les plus proches au cœur de l'Europe. Donc ça nous dit clairement que nous avons un impératif de compétitivité. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors, parce que compétitivité égale croissance, égale emploi, c'est la condition sine qua non. Alors, il faut être honnête. La compétitivité, on nous l'a beaucoup rappelé, c'est vrai qu'elle n'est pas seulement en matière de chiffres. Il faut déjà regarder, faire son autocritique et regarder ce que font les entreprises. La compétitivité dite hors coût, hein, c'est vrai, il faut rester innovant, on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut aussi avoir de la qualité doit être centrale, le service client également, et évidemment des équipes, hommes et femmes, très motivées pour mettre tout ça en œuvre. Donc ça, c'est un volet qu'il ne faut pas oublier, qui nous appartient. L'autre volet, bien sûr, très important, c'est la fiscalité de l'entreprise dont on vient de parler. Et là, il faut qu'elle soit incitative, il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit collaborative et non pas punitive. Il ne faut pas qu'elle étouffe le moteur de notre pays, qui sont les entreprises. Alors, si on regarde très rapidement ce volet fiscal qui est très important, trois choses à dire très simplement. Premièrement, les entreprises françaises sont solidaires de l'effort à consentir et il n'y a pas de refus de l'impôt de la part des entreprises, à condition que cela reste raisonnable et que les surimpositions, comme celle de l'IS actuellement, soient temporaires, permettent un redressement et ensuite régressent. Mais ce qu'il faut regarder aussi, et ça a été mentionné par Javier Jimeno dans son étude, c'est qu'il y a également, on prend un peu les entreprises pour une auberge espagnole, puisqu'elles sont soumises à des dizaines, et même plus de 100, on m'a dit, taxes affectées, qui sont de tous ordres. Alors bien sûr, il y en a qui sont légitimes, parce qu'elles sont liées directement aux salariés, elles sont liées aux conditions d'exploitation. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très annexes, comme l'autonomie, les indépendants, la famille. Et là, je crois qu'il faut avoir le courage de regarder ça, d'autant plus que face à cela, donc face à cette fiscalité très lourde sur les entreprises, nous avons une fiscalité de la consommation qui est inférieure aux pays scandinaves, qui eux ont une protection sociale très élevée, et nous-mêmes, nous voulons maintenir une protection sociale très élevée. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne peut pas à la fois avoir une fiscalité sur la consommation dans les plus faibles, tout en ayant une protection sociale que nous voulons préserver très élevée. Conclusion, puisqu'ici on nous a demandé d'avoir des recommandations concrètes, je pense qu'il faut avoir le courage, en termes de recommandations ou de propositions, de regarder un transfert de certaines charges de l'entreprise, comme par exemple celle qui pèse pour la famille, c'est quand même près de 5,5%, vers la TVA ou la CSG,
On peut également regarder la CET, hein, l'ancienne taxe pro, puisqu'elle est unique dans les pays de l'OCDE, qu'elle est lourde également. On peut peut-être la transformer en plusieurs étapes. Tout d'abord, en transformant son volet valeur ajoutée, puisque la CET a 2 volets, hein, comme tout le monde le sait, son volet valeur ajoutée pourrait être, par exemple, assis sur les bénéfices et non pas frapper toutes entreprises, quelle que soit leur situation de profitabilité. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que non seulement c'est l'auberge espagnole, il y a beaucoup trop de taxes sur l'entreprise, mais en plus beaucoup la frappent avant que le moindre bénéfice ne soit produit. Voilà. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de regarder les choses. C'est pas facile, c'est vrai. C'est quelque chose qui n'est pas forcément populaire si on ne l'explique pas avec pédagogie. Mais je pense qu'il vaut mieux accepter de payer un peu plus de TVA et avoir un travail, plutôt que de voir le pays s'enfoncer dans un chômage de masse avec des entreprises qui s'affaiblissent et qui donc ne sont plus capables de générer cette croissance, cet investissement, cet emploi dont nous avons tant besoin. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce modèle redistributif que nous avons en France, et je pense auquel nous tenons, nous-mêmes, chefs d'entreprise, aussi en tant que citoyens, si on veut le maintenir, il faut l'alimenter. L'alimentation durable, ce sont les entreprises. Il faut donc qu'elles soient fortes. Dominique, il va y avoir des assises de la fiscalité l'année prochaine. Est-ce que, si le sujet vient sur la table, en échange d'une diminution des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises sont prêtes aussi à accepter des diminutions de concours budgétaires, de subventions ou d'aides, ce qu'on appelle les aides, ce qui est un terme on voit bien de quoi on parle, il est très inapproprié, mais enfin, est-ce que ce bargain est acceptable pour vous ? Écoutez, je crois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais ce qui est évident, là j'ai cité 2 exemples pour montrer qu'il faut vraiment s'attaquer au problème, parce que fermer les yeux, c'est criminel. Je n'ai pas parlé du chômage des jeunes qui, lui, est supérieur à 25%. On en a beaucoup parlé ce matin. Dramatique. On en a beaucoup parlé ce matin. C'est dramatique et les entreprises ont un rôle à jouer dans l'emploi des jeunes. Donc, ce qu'il faut, bien sûr, c'est s'asseoir autour de la table. C'est évident qu'il faut un programme collaboratif avec un calendrier, avec une méthode transparente et claire, agréée entre les différents partenaires, et également une mise en œuvre qui puisse être mesurable. Est-ce qu'il faudra donner des contreparties ? Oui, bien sûr. Bien. Lesquelles, ça serait prématuré de le dire aujourd'hui. Oui, non, mais ce n'est pas avec moi que vous négociez, vous savez. Donc vous pourriez le dire. Bon, on a bien compris l'esprit. Alors ensuite, je vais donner la parole à Robert Leblanc, qui est président d'E.ON en France. Alors là, le chef d'entreprise va aussi donner son expérience en ce qui concerne les politiques d'investissement. La fiscalité, c'est évidemment un élément très important, loin d'être le seul, mais un élément très important des politiques d'investissement. Et pour les grands groupes que vous représentez, la concurrence fiscale est un élément que vos groupes prennent en permanence en considération pour décider des investissements industriels ou des investissements de services. Et puis, on en parlait beaucoup ce matin, l'investissement concernant la localisation des sièges sociaux. Oui, le métier que j'exerce, c'est un métier qui s'exerce de manière très locale. E.ON est un groupe essentiellement de courtage d'assurance et de réassurance. Nous sommes présents dans 120 pays et quand on me charge de diriger E.ON France, c'est pour traiter les affaires des entreprises dont le siège est en France. Quand ensuite on est le courtier de Danone, on peut l'accompagner dans le monde entier, mais nous n'irons pas, depuis la France, être le courtier de Fiat en Italie. C'est E.ON Italie de travailler pour Fiat en Italie, à nous, E.ON France, de travailler pour Danone en France. Voilà le principe de base. Donc la localisation des activités est dictée par l'existence d'économies qui ont besoin de courtiers d'assurance. C'est le cas de toutes les économies développées. Je disais, on est dans 120 pays. Pour notre groupe, il est donc impensable de ne pas être en France. Le sujet n'est donc pas y être ou ne pas y être. Le sujet, c'est y être jusqu'à quel point. Est-ce qu'on a envie de se développer ou pas? Alors, avant de répondre à la question sur la France, je voudrais quand même, à propos des sièges sociaux, vous donner une information sur notre groupe. On parle beaucoup des délocalisations en France, et notamment des sièges sociaux. Moi, je suis dans un groupe qui a délocalisé son siège social. Pas depuis la France, puisqu'on n'est pas né en France, on est né aux États-Unis. Le siège d'origine était à Chicago, et il y a bientôt 2 ans, le siège est à Londres. Les raisons qui ont été données ont été transparentes. On est coté à la bourse de New York. On a bien sûr mis en avant un certain nombre d'arguments qualitatifs. Londres est la capitale mondiale de l'assurance. C'est une bonne raison d'y être quand on est le numéro 1 mondial du métier. Mais il y a aussi, et c'est dit aussi de manière transparente, des raisons fiscales. Et donc, la fiscalité est absolument majeure partout et pas qu'en France.
Et évidemment, la situation de la France, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. L'aspect fiscal, c'était quoi? C'était pas tant de dire le taux d'imposition marginal à Londres sera plus faible qu'à Chicago, c'était surtout les mécanismes. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est la complexité. Comme Dominique, je ne suis pas un fiscaliste et je ne suis pas là pour entrer dans le détail de la technique fiscale. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce sont des sujets extrêmement compliqués. Et en l'occurrence, ce qui était important, c'était la manière dont les États-Unis taxent les intégrations de flux financiers en provenance du reste du monde, alors que l'Angleterre est beaucoup plus ouverte. Et donc ça a motivé un groupe qui est né aux États-Unis à quitter les États-Unis. On les croit souvent plus patriotes que nous. Et bien voilà un groupe qui, lui, a franchi le pas, a quitté Chicago et s'est installé à Londres. En ce qui concerne la localisation de holdings intermédiaires, il se trouve qu'en France, on a une holding intermédiaire qui regroupe d'autres pays que la France pour des raisons historiques. Et indépendamment de la localisation de ce métier de courtier d'assurance en France, la question peut se poser de savoir pourquoi cette holding reste en France. Et la question se pose concrètement parce que, avant de venir ici, j'ai quand même demandé à mon directeur financier un certain nombre de points techniques. Alors, je ne vais pas vous assommer avec les points techniques parce que je ne les maîtrise pas de manière extrêmement précise. Mais quand vous voyez les retenues, les taxations de remontée de dividendes, quand vous voyez aujourd'hui, je crois que c'est à l'état de projet, mais donc à l'état de menace, l'idée que si on a de la dette par rapport à une autre société du groupe et que cette autre société du groupe est dans un pays où le taux d'imposition est plus favorable qu'en France, alors on ne peut plus déduire du tout les intérêts qu'on doit verser des charges qu'on supporte localement. Là, c'est tellement binaire, en l'occurrence, que clairement, si ça s'applique, je prédis que la holding qui est logée en France quittera la France. Ce ne sont pas beaucoup d'emplois qui quitteront la France. Le reste de l'activité, encore une fois, reste localisé. Mais ce n'est quand même pas anodin d'avoir ce genre de décision. Et dans d'autres groupes que le nôtre, ça peut avoir des conséquences plus lourdes sur l'emploi. Donc, voilà, moi je voulais, pour être très concret, sans entrer dans les détails de technique, vous lire quand même un mail que j'ai reçu récemment. Parce que bon, nous ne sommes pas dans un métier qui est demandeur de gros capitaux pour des outils de production, puisque nous sommes un métier de pur service, mais on peut être intéressé à avoir néanmoins des capitaux du groupe qui viennent pour des acquisitions sur le territoire national. Et notre réflexe, nous et On France, c'est quand même d'essayer de grandir face à nos concurrents français ou filiales aussi de groupes internationaux. Et donc j'avais l'occasion de regarder récemment une cible que le groupe considérait aussi comme plutôt intéressante à regarder dans les premiers pas que nous avons faits. C'était un investissement qui aurait coûté une vingtaine de millions d'euros et nous sommes dans un groupe qui fait plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'était quelque chose qui était facilement à la portée. Et tout d'un coup, le mail est tombé et je vous le lis tel que je l'ai eu parce que je crois que chaque mot compte. Unfortunately, the corporate office does not view France as an attractive geography to invest in currently. Given the French government's apparent belief that all fiscal problems can be solved by raising taxes. The risk will challenge our ability to hit the margin targets we have set for our organization. Point à la ligne. Et donc là, on ne m'a pas discuté de savoir si cette cible était réellement bonne ou un peu moins bonne. Est-ce que j'avais analysé le portefeuille correctement? Est-ce que l'équipe était capable de s'intégrer à la nôtre? Est-ce qu'elle comportait des talents qui nous intéressaient? Non, toutes ces discussions n'ont pas eu lieu. La réponse a été de dire, vous avez aujourd'hui une approche de la fiscalité dans votre pays qui est telle que franchement, l'argent du groupe, on le mettra beaucoup mieux ailleurs qu'en France. Merci Robert pour ce témoignage vécu. Francis Dusseux, vous présidez ESSO en France, de même tout à l'heure que Pierre Saint-Arnaud disait, mais le territoire français, il nous intéresse parce que c'est une ouverture sur l'Europe. Vous considérez que le sujet fiscal français doit être traité, abordé, diagnostiqué dans une optique qui soit européenne elle aussi. Alors je vais commencer par dire, je ne veux pas être trop triste parce qu'on est en France depuis 120 ans, on a investi 2 milliards d'euros sur les 10 dernières années, et on a vraiment envie de rester. Toute l'équipe est en train de se battre pour rester. Donc c'est plutôt une bagarre. Et le cœur du sujet, c'est comment on va y arriver. Et le sujet fiscal est fondamental. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est que nos directeurs fiscaux européens, parce qu'on est partout en Europe, on travaille dans tous les grands pays européens, comme vous le savez. Et là, je ne me compare pas à la Chine ou aux États-Unis ou ailleurs, juste l'Europe. Le directeur fiscal est revenu, il était avec tous ses collègues, et nous étions le seul pays à amener
des nouvelles mesures fiscales pénalisantes. Tous les confrères, y compris l'Italie, y compris le UK, a mené des mesures fiscales plutôt favorables aux entreprises. Alors ça fait mal au cœur parce qu'un groupe comme le mien, dans une période difficile de restructuration majeure de tous les domaines, en particulier celui de l'énergie, il se pose des questions sur quel va être son futur pour le raffinage ou pour la pétrochimie en Europe. Et il se pose la question de savoir où il va investir. Il a le choix. Et bien, malheureusement, je peux vous dire de façon très honnête que les investissements, les gros investissements vont aujourd'hui en Belgique et en Hollande, dans une moindre mesure en Angleterre. Ce qui fait que si on n'investit pas dans nos usines de façon majeure, si on investit en minimum pour satisfaire les réglementations, eh bien, progressivement, on va mourir. C'est la fin assurée. Donc il est urgent de se ramener au moins au taux des autres grands pays européens. Donc c'est pour ça que moi je suis un ardent défenseur de l'harmonisation fiscale européenne. Et juste, moi non plus je suis pas un spécialiste fiscal, mais je sais que le taux apparent qui est des fois décrit n'est pas représentatif de vraiment la taxe payée par les entreprises. Donc je suis allé voir quelque chose qui est important et qui est regardé par nos groupes, c'est le taux effectif d'imposition. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en 2009, on avait comparé toutes les compagnies. Alors le Japon était à 38,8%, la France était à 26,5%, les États-Unis à 25,7%, le UK à 21%, la Belgique à 20%, le Canada à 19% et la Hollande à 18%. Donc ce n'était pas en soi un scandale, mais on était déjà 8 points au-dessus de la Hollande. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? Eh bien, on est passé d'un taux de base de l'IS de 34,4%. Le gouvernement précédent nous avait mis une contribution sociale de 3,3%, donc ce qui a fait passer l'IS à 36,1%. Puis une nouvelle contribution exceptionnelle de 5%, qui a fait passer le taux à 38%. Puis une contribution exceptionnelle dans le cadre du plan de finances de cette année 2014 qui passe à 10,07%, soit un taux d'IS qui est à 40%. Et à ça, il faut ajouter la taxation des dividendes pour un actionnaire américain, fonds de pension qui rémunère ses retraités. Taxation de dividendes, c'est jamais populaire. Et puis enfin, il y a quelque chose dont il faut se rappeler en permanence, c'est la taxation locale. Pour la moyenne des entreprises, c'est en plus 3%. Donc on arrive au jour d'aujourd'hui, alors que la situation de 2009 était dans le pack, mais quand même, là, on n'a pas arrêté, on n'arrête pas de nous taxer davantage. Donc j'ai un vrai souci. Alors la solution, c'est quoi? C'est de persuader nos dirigeants, le gouvernement, d'aller vers une imposition fiscale. C'est urgentissime. Il faut passer ce signal à nos maisons mères, à nos actionnaires qui prennent des décisions maintenant. Et puis, j'ose même pas parler quand on parle fiscalité. C'est beaucoup plus complexe pour une entreprise parce qu'il faut voir le niveau de prélèvement. Ça a été évoqué en introduction. Là, j'ai été frappé par un article récent du 11 décembre dans le Figaro. Le taux de prélèvement global pour les entreprises en France, il est de 64,7%. Je vous donne quelques chiffres. Espagne 58, Suède 52, Allemagne 49, Grèce 44, etc., etc. Donc si vous voulez, si on ajoute l'impôt sur le résultat commercial, plus les charges sociales, plus les autres charges, ça sort un peu de la fiscalité, mais c'est ce qui nous tombe sur le dos. Nous sommes l'avant-dernier de la classe en Europe, juste après l'Italie. Et l'Italie fait un effort pour changer complètement sa fiscalité. Je crois que le message sur le niveau, il est passé. Sur l'Europe, vous avez un autre mot à ajouter ou non? Oui, il y avait un autre critère, c'est une étude récente qui a été faite par Deloitte, qui finalement compare, 1000 entreprises européennes ont été interviewées, c'est intéressant, qui compare la perception des différents systèmes fiscaux en Europe. C'est le UK et les Pays-Bas qui apparaissent comme nettement en tête pour les régimes fiscaux les plus favorables. Alors c'est jugé sur quoi? Les régimes fiscaux sont jugés favorables s'ils sont transparents, stables, bien conçus et avec des relations de travail avec les inspecteurs fiscaux de qualité. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, cette question de la stabilité et de la prévisibilité. Merci beaucoup Francis. Je vais donner évidemment la parole à Karine Berger qui a sûrement énormément de réactions à nous donner après ce que vous venez de dire. Je voudrais juste vous poser à l'un ou à l'une ou à l'autre ou aux trois, mais alors dans ce cas-là très très brièvement, une question qui ressort notamment de l'étude INSEAD. France, 169e sur 185 pays pour les charges totales pesant sur les PME. J'insiste, sur les
PME. Et dans le même temps, vous n'êtes pas sans ignorer, évidemment, sans savoir, pardon, ça c'est classique, les polémiques qui ressortent sur les capacités finalement que les grands groupes, voire les très grands groupes et les groupes mondiaux ont d'optimiser cette situation fiscale que vous venez de décrire, qui est une situation faciale, mais qui n'est pas forcément exactement conforme à la réalité des impôts qu'ils payent. Est-ce que le clivage grand groupe PME, c'est pour vous un sujet réel? Et si oui, est-ce que c'est un sujet grave? Si je peux me permettre, je me suis un peu renseigné. Ce qui fait l'écart fondamental entre les deux, c'est que les grands groupes investissent massivement et jusqu'à maintenant pouvaient déduire de leurs impôts les intérêts des sommes payées, alors qu'une PME, traditionnellement en France, s'endette beaucoup moins. Donc c'est un gros pourcentage de l'explication. Vous, Robert ou Dominique, vous aviez quelque chose à ajouter ou l'explication de Francis vous satisfait? Non, moi je voudrais simplement dire qu'au niveau européen, on ne le nie pas. D'abord, il y a beaucoup de niches fiscales qui sont parfaitement légales. Ce qu'il faudrait sans doute regarder, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut converger en impôts au niveau européen. Je pense que ça, pour éviter que les entreprises fassent ce qu'elles doivent faire pour faire une bonne gestion, c'est-à-dire qu'elles aillent dans les pays les plus favorables de l'Europe, il faut quand même que l'Europe converge, qu'on prenne ça au sérieux. Ouais. C'est une priorité absolue. Moins facilement se balader. Bien, Karine Berger, vous avez entendu beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que ça soit absolument nouveau à vos oreilles, parce que vous êtes souvent en contact avec les entreprises, que vous les connaissez. Néanmoins, quelles sont vos réactions à ce que vous venez d'entendre? Tiens, ma première réaction, c'est que je croyais être invitée à un séminaire optimiste sur la France. Mais attendez la seconde partie. Attendez la seconde partie. Vous allez voir. Et que j'entends mon pays pilonner non-stop depuis 25 minutes. Or, j'aime mon pays. J'aime mon pays, je l'admire. Je crois qu'il a des atouts fantastiques. Je crois que beaucoup de choses ont été passées sous silence depuis 20 minutes. Je vais prendre un exemple. Dans tous les exemples qui ont été développés, et je vous remercie beaucoup d'avoir parlé des infrastructures, il y a un chiffre qui est sorti. C'est le fait que nous soyons numéro 1 sur les incitations fiscales à la R&D. Et une conséquence qui n'est pas sortie, c'est que nous sommes numéro 3 mondiaux pour l'innovation et la recherche. 13% de l'innovation mondiale se fait en France, contre 2% pour l'Allemagne, les deux premiers étant les États-Unis et le Japon. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix collectif de faire en sorte que ce qui est valorisé, ce qui est soutenu, et peut-être qu'il faut faire encore plus, c'est l'investissement, c'est la recherche, c'est le développement, c'est la prise de risque, à la différence, bien évidemment, d'autres éléments, d'autres choix stratégiques. On a beaucoup évoqué les Pays-Bas depuis quelques minutes. Il est clair que le système fiscal des Pays-Bas ne soutient pas spécialement la recherche et l'innovation, pour ne pas dire pas du tout, mais en revanche propose une concurrence directe sur le taux d'IS, et j'en sais quelque chose. C'est la deuxième réflexion que je voulais vous faire. Peut-être que les choses ont beaucoup changé depuis 1 an et demi, mais jusqu'il y a 1 an et demi, je travaillais dans un grand groupe international. J'étais au comité exécutif. Et moi, la première question qu'on me posait quand même, c'est pas la question des coûts, de la fiscalité. C'est la question de la top line. C'est la question de la top line. C'est-à-dire qu'on disait chiffre d'affaires, tel développement dans tel pays, que ce soit pour la filiale France ou pour la filiale Allemagne ou pour la filiale Chine ou pour la filiale Brésil. C'est la top line, c'est quoi le business dans ce pays? C'est quoi le business dans ce pays? Et sauf si, encore une fois, le monde a été totalement bouleversé en l'espace d'1 an et demi, cela reste quand même un facteur très important. Pourquoi je commence par cette question-là? Parce que l'un des atouts majeurs de la France, c'est évidemment son marché domestique. Et l'une des réflexions qui a été faite par Madame Reinisch est en contradiction avec cet atout. Si vous dites on va basculer des prélèvements des entreprises vers les ménages, si vous augmentez la taxation sur la consommation, c'est typiquement les produits Coca-Cola qui se vendront moins. Typiquement. On sait que la montée de la fiscalité sur la consommation, c'est l'élasticité de 1. Vous prenez 1% de fiscalité en plus sur la consommation en France, vous baissez de 1% la consommation en France, voire plus. Du point de vue de l'entreprise, je ne vois pas très bien, pour être tout à fait froide, mais je vous laisse, je vois pas très bien l'intérêt. Enfin, je peux vous assurer que, encore une fois, peut-être que les choses ont beaucoup changé, mais je pense que la question du marché, la question de top line, doit obligatoirement être prise en compte dans ces questions fiscales. Alors, troisième réflexion, parce que j'ai entendu beaucoup de choses un peu étonnantes.
Déjà, je pense qu'il faut véritablement distinguer fiscalité et contribution sociale. Du côté de la fiscalité, impôt sur les sociétés et taxes affectées, je vous invite à regarder les chiffres. D'ailleurs, ils étaient bien clairs sur les graphiques que vous nous avez donnés. J'ai revérifié pour pas... L'IS en France est l'un des plus faibles de l'OCDE. Et il l'est déjà, et il va l'être encore plus avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, puisque dans 2 ans, l'impôt sur les sociétés en France représentera 1% du PIB, qui est la part d'impôt du PIB en termes d'impôt sur les sociétés sur PIB, l'une des plus faibles désormais de l'OCDE. Alors c'est vrai que les taux faciaux, le taux facial est élevé. Dans les cadres des assises de la fiscalité des entreprises, moi je dis, faisons en sorte de baisser le taux facial. Mais dans ce cas-là, regardons l'assiette. Regardons l'assiette. Puisque la raison pour laquelle le rendement de l'IS est finalement très très faible et avec un taux facial élevé... C'est que l'assiette est étroite. C'est que l'assiette est plus qu'étroite. Cela ressemble plus à un énorme panier percé que véritablement à une assiette d'impôt. Et chiche, j'ai beaucoup entendu de gens ici me dire il faut être compétitif en la matière avec les autres pays européens. Moi, je suis prête à aligner l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la France sur celui de l'Allemagne, de l'Irlande même, ou de l'Espagne. Mais alors, tout ce qui est niche, réduction fiscale, déduction fiscale, tout ceci va être remis en question très sérieusement. Ça ne me dérange pas du tout d'aller dans cette discussion. Si vous pensez, vous, chef d'entreprise ou représentant de grands groupes, que le taux facial, c'est-à-dire le signal, est plus important que l'impôt finalement payé, alors allons-y, baissons drastiquement le taux facial et remplissons l'assiette de l'impôt sur les sociétés au même niveau que ce qui est fait dans le cadre des autres pays européens. Cela permettra de clarifier la position de la France en matière de compétitivité fiscale. Cela permettra bien évidemment aussi de voir véritablement si cette question de PME versus grande entreprise est une question particulière ou pas. Sur cette question, puisque ça a été dit à plusieurs reprises, la niche fiscale, il faut bien appeler ça, qui correspond à la déduction des intérêts de dette ou d'emprunt, qui était de 100% de déduction jusqu'à il y a 1 an et demi, qui est passé à 80%, 75% l'année prochaine. La France était le seul pays qui ne plafonnait pas la déduction des intérêts de la dette en déduction de l'IS. On était le seul. On a décidé de ce plafonnement. Ce plafonnement n'ira probablement pas au-delà des 75%. Cela reste, je peux vous l'assurer, un régime extraordinairement favorable par rapport à peu près tous les pays européens. Alors, on entend évidemment tous vos arguments, Karine Berger. Je voudrais juste votre réaction sur un sujet plus global sur la fiscalité. Dominique l'a dit au début de son intervention, je suis tout à fait capable d'admettre qu'il y a des périodes où il faut faire un effort. Il faut entreprendre la réduction du déficit budgétaire. Bon, ça c'est fait par l'augmentation d'impôts. On parle de remise à plat, enfin on a parlé de remise à plat, j'ai l'impression qu'on ne va plus en parler beaucoup de la fiscalité, si j'entends les radios et si je lis la presse depuis quelques jours. Est-ce que vous considérez, sans rentrer dans le détail des impôts, etc., que la France, probablement aujourd'hui, est à un niveau de fiscalité trop élevé et que le jour venu, quand elle en aura les moyens ou quand elle sera capable de s'en donner les moyens, ce serait un objectif économique pertinent de les baisser? Est-ce qu'on est capable de dire ça aujourd'hui, sans prendre d'engagement de date pour demain matin, mais juste admettre qu'aujourd'hui c'est devenu trop lourd? Cette question n'est en soi pas complète. C'est au regard de quels objectifs de service public et d'efficacité de la dépense publique. Uniquement le niveau, je vais vous donner un exemple très concret puisque les chiffres sont systématiquement mis en avant. Les fameux prélèvements obligatoires qui ont été plusieurs fois cités, si vous ajoutez les engagements en fonds de pension des entreprises américaines qui sont dans les bilans des entreprises américaines, sur les prélèvements actuellement pesant sur les entreprises américaines, vous rajoutez 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est dans nos prélèvements à nous, puisqu'on est dans un système de retraite par répartition et pas par capitalisation. Donc ce n'est pas des prélèvements obligatoires, dans le sens où si les gens ne veulent pas avoir de retraite, ils peuvent très bien ne pas avoir de retraite aux États-Unis, c'est vrai. Il se trouve qu'en France, on a fait le choix inverse, on a choisi un système de retraite par répartition qui est obligatoire
de façon à ce que tout le monde ait une retraite, et que cela compte de notre côté dans les calculs, que cela ne compte pas du côté des US. Mais enfin, si vous rajoutiez 1 000 milliards de dollars d'engagement des boîtes américaines dans les prélèvements qu'elles règlent aux États ou à l'État fédéral, je pense qu'on serait... Donc la question n'est pas celle du niveau de prélèvement. La question est de savoir ce que l'on en fait. Alors justement, comment vous répondez à la question que posait Javier au début de la présentation sur la question de l'efficacité de cet impôt? L'idée de, à un niveau élevé, est-ce qu'on ne rentre pas forcément dans une logique de rendement décroissant en termes d'efficacité de l'argent public? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'y est pas? Forcément, non. Est-ce qu'aujourd'hui on n'y est pas? Je pense qu'on peut, comme dans n'importe quelle entreprise, puisque on l'a tous fait dans les entreprises dans lesquelles nous avons travaillé ou nous travaillons, on peut toujours gagner en efficacité. On peut toujours faire mieux. Et c'est une obligation. Chaque euro public est un euro important, utile et qui doit être utilisé au maximum de son efficacité et dont évidemment l'utilisation doit être justifiée. Pour autant, et donc je suis moi j'applaudis sur tous les points que vous avez évoqués, la question évidemment de tout ce qu'on peut gagner en dématérialisation, la question de l'efficacité générale du fonctionnement d'ailleurs qui porte plus sur les services, sur la sécurité sociale que sur l'État, parce que sur l'État on commence quand même à avoir beaucoup de baisse en réalité des dépenses de l'État dans le PIB. Donc continuons, Okay. mais n'acceptons pas un débat déséquilibré. C'est un petit peu comme regarder le compte d'une entreprise et ne s'intéresser qu'au passif et jamais regarder ce qu'il y a à l'actif. Ok. Dominique, en une seconde, sur le 1% d'augmentation de TVA et la baisse de 1% du chiffre d'affaires de Coca-Cola en France. En une Très seconde, vite. et je ne veux pas personnaliser le débat parce que je pense que c'est pas un grave. sujet d'intérêt général. Nous faisons le pari du pouvoir d'achat par l'emploi. Il n'y a rien de pire pour gangréner le pouvoir d'achat des ménages que le chômage de masse dans lequel on est en train de s'installer. Donc on pense que ce qu'il faut, c'est que nos entreprises restent en mesure de créer de l'emploi, ce qui est la meilleure réponse à un pouvoir d'achat durable. Voilà, trouvez un emploi et vous boirez du Coca-Cola. Alors, nous ouvrons le deuxième round, toujours de cette table ronde fiscale. Alors, on va essayer de donner satisfaction à Karine, on va essayer d'être un peu plus optimiste dans la seconde moitié. Non, mais à Karine et à tout le monde. Franchement, et à je ne pense pas que nous soyons pessimistes, sinon nous ne serions pas ici en train de nous battre pour améliorer la compétitivité du pays. Non, mais absolument. Je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, Robert, vous plaidez pour une fiscalité lisible, prévisible et stable. Alors, je pense que tout le monde signe ici. Mais comment on fait? Ça, c'est pas à moi de dire comment on fait. Nous, on est là pour... Enfin, on n'est pas ceux qui prélèvent l'impôt, et moi, je ne suis pas fiscaliste. Mais on peut exprimer effectivement un souhait par rapport à des attentes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné est un exemple concret et qui n'entre pas dans le détail de savoir quel est le taux marginal de l'impôt. J'ai parlé aussi de Chicago où le sujet n'était pas le taux, mais les mécanismes. La fiscalité est un sujet extrêmement compliqué. Le diable se cache dans les détails. Ce qui compte, c'est la résultante de tout ça. Et par rapport à votre question, ce qui me paraît important, c'est aussi la confiance. La confiance ne se décrète pas, et c'est là que la stabilité et la lisibilité sont absolument essentielles. Élément de confiance, et je sors un tout petit peu de la France, mais je reste en Europe, quand Chypre a eu ses difficultés, vous vous souvenez qu'une des solutions a été de taxer les dépôts dans les banques chypriotes. L'anecdote concrète que je veux vous rapporter là, parce que je voudrais vraiment chaque fois me placer dans du concret, la directrice financière du groupe, qui est américaine, nous appelle le lundi matin en demandant un call le soir pour le patron de l'Italie, le patron de l'Espagne et moi, patron de la France. Et elle nous dit le soir même, vous avez vu ce qui s'est passé à Chypre, vos 3 pays sont aussi très endettés, je vous demande de réfléchir aux mécanismes à mettre en œuvre pour que pas un euro ne reste dans vos pays. Bon, sachant que les euros que nous avons ne nous appartiennent pas, bien souvent sont les primes qui viennent d'être payées par les clients et qu'on redoit aux assureurs, donc des flux, c'est de l'argent qui ne nous appartient pas. Donc nous devons en être les gardiens encore plus scrupuleux que de sommes qui nous appartiendraient. Je dois dire qu'en tant que citoyen français, parce que moi je ne suis pas très optimiste, mais je reste très attaché à mon pays, et il n'y a pas besoin d'être optimiste pour être attaché et pour souffrir. J'ai été offensé en tant que citoyen français, je le dis comme je l'ai ressenti, quand je raccrochais le téléphone, j'étais d'assez mauvaise humeur, me disant « pour qui nous prend-elle ?»
je suis français, ça mérite mieux que ce que je viens d'entendre. Et puis 2 jours plus tard, vous vous souvenez peut-être que, alors je ne prononce sans doute pas très bien son nom, mais Jeroen Dijsselbloem, qui venait de prendre la présidence de l'Eurozone, a fait une déclaration, alors il n'est pas français, mais enfin ça nous concerne puisqu'on est dans cette zone-là, a fait une déclaration publique pour dire finalement le mécanisme chypriote, avec des taux très inférieurs, n'est pas totalement à exclure. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ce que j'ai entendu lundi soir m'a offensé en tant que citoyen français, mais je dois reconnaître qu'en tant que membre d'un groupe, la décision, en tout cas d'explorer, alors je précise qu'on n'a pas mis en œuvre, mais d'explorer les moyens de ne pas garder d'argent dans les caisses de pays qui pourraient prendre ce genre de mesures, eh bien, était une anticipation de précaution et qui était donc salutaire dans un groupe comme celui-là. Donc ce que je veux dire, c'est que le degré de confiance est absolument essentiel. Ce que nous vivons en France, pour revenir à des sujets plus proches, un certain nombre de mesures ont été prises. Elles vont parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais. Le résultat de tout ça, on voit un jour le forfait social. Ensuite, on a dans le bon sens le CICE. Et puis, il y a dans le mauvais sens le projet de taxation de l'excédent brut d'exploitation. Et puis, c'est annulé, mais c'est une majoration temporaire de l'IS. Le solde de tout ça, c'est qu'on ne sait absolument pas d'où viendra la prochaine décision. Est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? Et la nature humaine est quand même plutôt de s'inquiéter que la prochaine soit de nouveau une mauvaise. Alors, ce sera peut-être une bonne, mais le solde de tout ça ruine la confiance qu'on peut avoir. Et quand je parlais tout à l'heure des investissements venus de l'étranger, il est clair que face à une situation de ce genre, c'est pas du tout motivant. Donc, l'élément complémentaire, et je voudrais, par rapport à ce que disait Mme Berger, qui focalisait sur le taux marginal de l'IS. Ce qui est important, je crois que je l'ai dit, mais je le redis, c'est le total des prélèvements. C'est ça qui est important. Quand on a un mécanisme de type CICE, on voit bien qu'on se balade entre prélèvements sociaux et fiscalité. C'est totalement poreux entre les deux. Et c'est normal, ça, c'est pas une critique de ma part de dire que c'est poreux. Mais ce qui compte, c'est le total. Ce qui compte aussi, d'ailleurs, quand je dis que c'est poreux et que ça passe d'un côté à l'autre, dans les comptes d'une entreprise, et Mme Berger nous disait qu'elle avait été dans une entreprise internationale, donc elle connaît le sujet directement, peut-être mieux que moi, c'est qu'on regarde les comptes avant impôt, après impôt. Selon la nature des mesures qui sont prises, ça change complètement la lecture de la performance qu'on peut avoir à l'intérieur des groupes. Donc, ce n'est pas anodin du tout non plus dans des prises de décision à l'intérieur des groupes. Voilà. Juste un élément concret encore. Quand je compare, parce que moi j'ai repris en main la filiale française qui avait eu quelques difficultés pour des raisons purement de management local. Quand je compare notre performance à celle de l'Espagne, nous avons le même ratio de chiffre d'affaires par salarié. Ce qui veut dire qu'en termes d'efficacité de nos équipes, nous sommes au même niveau. L'Espagne, dans notre groupe, va très bien depuis longtemps, il y a une excellente équipe. Quand je regarde notre contribution au résultat, notre taux de marge, il est exactement 2 fois inférieur. Bon, ça se passe de commentaires. Alors, Francis, vous devez nous parler de fiscalité écologique. Vous êtes obligé de nous parler de fiscalité écologique quand on est patron des Sceaux en France. Alors, c'est un sujet extraordinairement complexe, qui est en même temps très chaud. On a d'ailleurs abordé les questions énergétiques ce matin sous un autre angle. Comment, selon vous, sort-on de la difficulté dans laquelle on est et dont on n'arrive manifestement pas à se dépêtrer? Écoutez, on ne peut pas se désintéresser de la protection de l'environnement, c'est clair. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. On est tous conscients, donc il faut développer des énergies nouvelles, il faut faire confiance aux ingénieurs. Mais moi, je suis presque persuadé que toute fiscalité écologique sera un mauvais coup porté aux entreprises, à la croissance et aux emplois. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas déjà soumis à des taxes sur la protection de l'environnement. Nous avons évolué, nous, dans le domaine de l'énergie. On a parlé beaucoup d'électricité ce matin, mais l'électricité, ça ne pèse que 22% des besoins énergétiques de la France. Je ne suis pas ici pour parler que du pétrole, mais le pétrole pèse 45% des besoins actuels. Et nous avons fait un petit calcul, là encore, un benchmarking simple, en se comparant le coût de la fiscalité, des réglementations en matière de protection de l'environnement. Nous sommes de 7 à 10 euros la tonne, plus cher en France que la moyenne de nos collègues européens. C'est très important, ça pèse 700 millions par an. Donc moi, ma crainte, je dis oui, il faut regarder, il faut tout regarder. Bien sûr qu'il faut économiser l'énergie. Bien sûr que développer l'isolation thermique de tous les logements français, c'est nécessaire, c'est utile. Mais surtout, il faut demander, dans le cadre de la future loi,
de ne pas pénaliser les entreprises, de ne pas venir encore avec une couche supplémentaire qui va nous faire plonger et qui va nous pénaliser par rapport à nos collègues européens. Donc voilà, je demande juste à être sage. Bien sûr, il faut faire quelque chose, mais faisons confiance à nos ingénieurs et ne pondons pas des nouvelles taxations qui vont être terribles. Bien, merci beaucoup. Alors, Dominique Reinisch, il y a, pour clore ce deuxième round, avant de donner la parole à Karine Berger, il y a une mesure à laquelle vous êtes extrêmement attaché. On l'a évoqué en filigrane tout à l'heure dans le domaine social, mais dans le domaine fiscal, elle aurait évidemment autant de sens, sinon plus, c'est instaurer la nécessité d'une étude d'impact sur toutes les mesures fiscales qu'on peut imaginer, nouvelles, actuelles, passées, etc. Oui, parce que vous l'avez compris, donc nous ne sommes pas contre la fiscalité. Nous savons qu'il faut une mobilisation et une solidarité pour réduire les déficits publics. Hein. Nous sommes des personnes responsables. Mais il faut voir que récemment, nous avons, et ce sont des faits, hein, ce n'est pas un jugement, on a quand même été soumis, depuis la crise hein, d'ailleurs, ça ne date pas de 2012, ça date d'avant, on a été soumis à un florilège de taxes sectorielles, qui d'ailleurs ont fait réagir les pigeons, les poussins et d'autres. On a été soumis aussi à des taxes dites comportementales. Et tout cela dans un tel nombre et un tel désordre, je dirais, que ça a donné quand même une impression d'impréparation, d'improvisation, et donc d'instabilité fiscale, et parfois même, je dirais, d'arbitraire. Pourquoi tel secteur est visé plutôt que tel autre ? Pourquoi ne pas avoir une décision avec une taxe peut-être, mais sur une large assiette et avec une préparation des partenaires sérieuse et fiable avant. Alors, je voudrais donner un exemple d'un pays où ça s'est passé. Donc, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Il y a eu des conséquences négatives. Je ne prends pas la France, parce que je prends le Danemark, comme ça on n'est pas polémique. Au Danemark, il y a eu des mises en place de taxes sectorielles et comportementales sur les produits gras, par exemple, et aussi sur les boissons gazeuses. Il y a ensuite eu, in vivo, je dirais, une étude d'impact. C'est-à-dire que le gouvernement a quand même pris la peine de mesurer ce qui se passait dans la réalité, donc à l'échelle du pays. Alors, ce qu'ils ont vu, c'est que ça avait créé des complexités réglementaires coûteuses, que les entreprises avaient dû s'équiper, parce qu'il y avait un système de taxes assez compliqué, donc les systèmes informatiques et autres ont été revus, donc de nouveau un coût. Évidemment, à la fin, il n'y a pas de miracle, il y a toujours une partie des coûts qui sont répercutés sur le consommateur, bien sûr. Donc il y a eu une augmentation des prix alors que le Danemark était, comme beaucoup d'autres pays européens, en crise. Bref, l'impact économique a été évalué a posteriori, mais enfin c'est déjà quelque chose comme négatif. Alors ensuite, si on regarde aussi l'aspect comportemental, puisqu'il y avait cette variable-là qu'il ne faut pas oublier, ben, il a été jugé absolument négligeable, voire même pervers dans certains cas, puisque devant l'augmentation des prix, certains consommateurs danois sont allés vers des produits de moindre qualité pour maintenir leur pouvoir d'achat. Donc tout ça s'est conclu par au moins une réaction, je dirais, courageuse et lucide du gouvernement danois, qui a tout simplement annulé la taxe, et annulé aussi d'ailleurs les deux, à la fois la taxe sur les produits gras et la taxe sur les boissons gazeuses. Il l'a annulé devant son manque d'efficacité et devant le fait que ça avait créé des suppressions d'emplois et des effets négatifs. Alors moi, ma suggestion évidemment, c'est qu'il vaut mieux faire ces études d'impact, c'est une la palissade, mais il vaut mieux les faire avant qu'après. Hein, ça évite d'avoir à revenir en arrière d'une manière parfois compliquée et douloureuse. Et puis en France, où on a été soumis donc à ce genre de taxes, alors cette année, il y a eu les bières, il y a eu des tentatives sur Nutella, les années d'avant, il y avait eu les boissons gazeuses. Moi, je dirais que la France, c'était des secteurs extrêmement dynamiques, pourvoyeurs d'emplois et d'investissements dans notre pays. Donc je dirais, au minimum, faisons une étude d'impact a posteriori et regardons ce qu'on peut faire pour ne pas décourager ces secteurs qui étaient vraiment forts moteurs de croissance et d'emploi. Merci beaucoup, Dominique Reinisch. Bon, Karine Berger, vous allez évidemment réagir à ce que vous venez d'entendre, mais plus globalement, on a compris que la remise à plat héros, elle n'était pas pour tout de suite, mais
elle concernait beaucoup la fiscalité des particuliers, non ? Vous pensez ? Non, c'est un scoop. Si vous me Il dites n'y a que... pas de scoop du tout. Je lis la presse comme vous, sauf que par ailleurs je suis parlementaire et que j'ai quelques voilà, ça aide et que j'ai quelques échanges avec les uns et avec les autres. Les assises de la fiscalité de l'entreprise auront lieu en janvier. Ah voilà, mais ça justement, vous m'avez pas laissé finir. J'allais dire que la fiscalité des particuliers, on laissait peut-être ça, mais l'assise des entreprises, elle va avoir lieu. Les assises de la fiscalité de l'entreprise auront lieu à partir de janvier. La remise à plat, la réforme fiscale sur les particuliers, les questions de protection sociale aura lieu. C'est une annonce du Premier ministre, c'est un engagement du Président de la République pendant sa campagne. Et même si je crois comprendre que certains journalistes ont un peu de mal à faire des papiers en ce moment, je peux vous assurer que c'est véritablement ce qui va se passer et ce qui est déjà programmé. J'avais une réunion du comité de pilotage ce matin même à l'Assemblée sur le sujet. Moi, j'avais entendu le Président de la République sans journaliste sur la question, mais j'ai du mal à entendre. Mais peu importe, parlons des assises de l'entreprise. Les assises de l'entreprise, non, mais ça va ensemble. Ça s'emboîte complètement ensemble. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas raisonner sur la fiscalité acteur par acteur. C'est pas possible. Tout simplement parce que c'est à la fois une logique, je veux dire, de financement de la chose publique, de choix collectifs, depuis la Révolution française au moins. Et puis, on voit bien que si on commence à discuter d'un côté, ça risque entre guillemets, de fuiter de l'autre, etc. Donc, les trois chantiers même, puisqu'il y a la fiscalité écologique, seront menés complètement en parallèle, avec, je l'espère, la possibilité dès le printemps d'avoir des pistes claires. De ce point de vue-là, je veux réagir à ce qui a été dit sur la question de la stabilité. Évidemment qu'il faut de la stabilité, évidemment. Cela va de soi, de la clarté. Après, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ceux qui demandent de la clarté et de la stabilité sont ceux qui, justement, ont demandé les assises de la fiscalité de l'entreprise pour, justement, faire une réforme et une remise à plat. C'est pas très grave, mais on voit bien qu'il y a deux messages à la fois. Je pense que la simplification, que la clarification et que la stabilité dans le temps sont des choses très importantes. D'ailleurs, le président de la République a rendu inattaquables, inchangeables certains dispositifs qui sont très importants d'ailleurs pour les entreprises, que ce soit l'ISF-PME, que ce soit la question du CIR, etc. etc. Donc on a un certain nombre de choix quoi qu'il arrive, y compris dans les assises de la fiscalité de l'entreprise, de ne pas toucher à ces dispositifs pour la clarification. Après, il y a un moment où si ceux qui sont concernés veulent discuter de mouvement, il faut bien qu'il y ait mouvement. Ou alors c'est logique. Ou alors c'est qu'il y a un problème de débat et de clarté. Donc, discutons de tous les sujets à la fois. Je veux vous dire d'ailleurs, c'est déjà public, hein, ce n'est absolument pas un scoop. Enfin, je tiens à le préciser que parce qu'il y a eu crédit d'impôt compétitivité emploi qui correspond à un basculement de 20 milliards d'euros des entreprises vers les ménages en termes de fiscalité, ce qui est absolument considérable, il n'y aura pas de basculement supplémentaire de la fiscalité des entreprises vers la fiscalité des ménages. Le Premier ministre l'a déjà très clairement annoncé, tout simplement parce que le basculement a déjà eu lieu au travers d'une mesure absolument considérable. Pour avoir les idées un peu claires d'ailleurs, ça me permet de donner quelques chiffres. La fiscalité en France, les prélèvements obligatoires en France, c'est 905 milliards d'euros. Il y en avait cette année 360 à peu près qui concernaient les entreprises. Tout le reste concerne les ménages, soit à peu près 640, 645. Et ça, c'est hors CICE. Après CICE, on passe de 360 à 340 milliards, donc on baisse considérablement, hein, c'est 6% de moins, et ces 20 milliards vont probablement se retrouver du côté des ménages. Donc ce mouvement a eu lieu, il a eu lieu dès l'automne dernier, parce que les entreprises françaises, internationales, etc., avaient fait ce souhait-là, avaient émis ce souhait-là. Ça a eu lieu. Maintenant qu'on est sur un nouvel équilibre, entre guillemets, il faut travailler à l'intérieur des deux sphères pour une simplification, une clarification, une uniformisation. Et ce sera mon dernier point. Nous ne pouvons pas, dans un premier temps, dire nous devons nous comparer à l'Union européenne ou à la zone euro à minima,
sur tous les sujets, et dans un second temps dire « Ah oui, mais là, on ne veut pas s'aligner sur la zone euro ». Là, je parle de la fiscalité écologique. La France est un très, très, très mauvais élève sur la fiscalité écologique. Le dernier élève de la classe ou pas loin. Pas tout à fait, mais pas loin. Donc, si nous choisissons, et j'entends votre message, madame, messieurs, vous dites, voilà, moi, je veux ne pas avoir à me comparer fiscalement avec les autres pays européens parce que j'y perds, machin. Je comprends le message, même si je pense qu'il doit être équilibré par tous les autres atouts de la France. On a vu tout à l'heure, oui. Je l'ai déjà expliqué. Mais comparons-nous et uniformisons jusqu'au bout. J'ai parlé de l'assiette d'impôt sur les sociétés. Moi, ça ne me dérange pas du tout que nous nous alignions sur la moyenne de la zone euro. S'il faut le faire pour la fiscalité écologique, ça signifie un certain nombre de choix. Donc, ce que vous me confirmez, c'est que les assises de la fiscalité des entreprises, ça va être juste, éventuellement, de modifier le mix qui pèse sur les entreprises, mais il n'y aura pas de transfert vers les particuliers. Donc, alors, il n'y aura pas de transfert vers les ménages. Donc, en fait, on peut très bien mener ce qu'on a appelé la remise à plat héros avec l'assise des entreprises, de la fiscalité des entreprises, de façon déconnectée, puisque de toute façon, il n'y aura pas de raccordement entre les deux. J'espère que ce ne sera pas déconnecté. J'espère que nous pensons collectif, que nous mais sans transfert de montant. Il n'y aura pas de transfert supplémentaire, le Premier ministre a été clair. En revanche, moi, je considère que ce n'est pas rien de réfléchir aux assises de la fiscalité. Toutes les prises de parole aujourd'hui montrent que nous avons un problème de clarté, de clarification, de stabilisation, de rapport aussi avec l'administration fiscale, je l'ai bien entendu, etc., etc. Donc surtout, puisque c'est le monde entrepreneurial et de l'entreprise qui a demandé ces assises de la fiscalité, allons jusqu'au bout et mettons bien tout à plat. Alors, vous avez créé probablement une déception à ma droite, peut-être même 3 déceptions, mais il n'y en a qu'une qui va avoir le droit de s'exprimer. Je voudrais juste donner une clarification. Je pense que, bien sûr, nous sommes tous à la recherche de simplification, de convergence, de lisibilité, de prévisibilité, comme vous l'avez très bien dit. Ça serait une erreur de considérer que le niveau est le bon niveau actuellement, puisque toutes les études de comparaison avec les pays européens montrent que ce n'est pas le cas. Alors, si on ne veut pas tout de suite faire un transfert vers les ménages, encore que, je le rappelle, les taux de TVA des pays scandinaves qui ont une protection sociale comparable à la nôtre ont des taux de TVA de l'ordre de 25%, donc il y a encore de la marge chez nous. Je sais que c'est douloureux, surtout en période de crise. À ce moment-là, attaquons les dépenses de l'État d'une manière beaucoup plus dynamique. Mais il faut faire quelque chose. Madame, il faut parler niveau. Si on ne parle pas niveau, non, mais on n'a pas de débat. Écoutez, si on ne parle pas de niveau, on n'a pas de débat. Dans ce cas-là, c'est vous qui réduisez le débat exclusivement au niveau. Or, c'est, je crois, l'inverse de ce qu'il faut faire quand on parle de fiscalité. Après, je vous fais état d'une prise de position très claire et répétée à plusieurs reprises par le Premier ministre, puisque vous évoquiez ces questions-là vous-même. Voilà, je voulais juste préciser que le chantier est immense. Mais ce chantier se fait sans basculement supplémentaire, sachant que les basculements ont été très importants de la fiscalité des entreprises vers celle des ménages. Bien, je ne sais pas bien, mais c'est une conclusion provisoire. Javier, une réaction rapide, très rapide, parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, ça a été un très très bon débat et je voudrais peut-être laisser l'idée que la question que nous avions, c'est à niveau de l'attractivité fiscale et peut-être la manière, la façon qu'on interprète ça, c'est le niveau de la taxation. Et peut-être on devrait parler à niveau de la compétitivité fiscale et ça veut dire la relation entre les services que l'État et la sécurité sociale donnent aux sociétés et aux individus et les coûts. Et voir, et alors, comme nous sommes en Europe, et il y a les mouvements des goods, des biens, des services, des personnes, avoir une parité dans ces deux niveaux avec notre camarade en Europe. Mais c'est fixé seulement au niveau des taux, mais la relation service-coût. Très bien. Karine Berger dit qu'elle est totalement d'accord. Voilà. Bien, nous arrivons à la fin de notre table ronde fiscale. Je vais donc demander à Christian, je ne sais pas où il est là, il va arriver, de la conclure. Voilà, il arrive. Est-ce que vous avez eu les réponses aux questions que vous nous posiez? On n'est pas remonté aussi loin que vous dans l'histoire, hein, mais enfin bon. Non, vous aviez fait le boulot. Mais l'essentiel est là, le débat a eu lieu. D'abord, je voudrais remercier Karine Berger d'avoir accepté de débattre et de faire part de ses convictions. On peut ou pas ne les partager, mais en tout cas, le courage est là et c'est très bien. Comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Mais je voudrais dire, Karine Berger, vous avez dit, vous aimez la France, mais
Dominique l'a dit, nous aussi on aime la France. Et encore une fois, nous sommes certainement parmi les plus crédibles dans nos propos. Aussi bien Robert, Francis, Dominique, qui maintenant a des responsabilités européennes, mais qui a eu des responsabilités en France, je veux dire moi-même, qui suis responsable de la France, on se bat tous les jours pour les investissements en France. Et les problèmes que l'on vous soumet aujourd'hui sont des vrais problèmes. Le mail qu'a reçu Robert, j'ai reçu le même. C'est ça la réalité. Et nous, on ne peut pas se permettre, je l'ai dit ce matin, moi, mon patron monde, il ne me demande pas de développer le Brésil. Il me dit, tu vas développer la France, et cette année, tu vas faire 5 points de base de plus de marge, parce que j'en ai besoin pour l'entreprise mondiale. Et moi, quand je reviens, je ne fais plus de la macro, je fais de la micro. Robert a tenté un certain nombre de chiffres, je les partage. CVAE, CET, ça a augmenté. Ce n'était pas vous, ce n'était pas ce gouvernement de gauche, ça a augmenté cette année, parce que le foncier a augmenté. Forfait social, moi je me prends 3 millions. Apprentissage, CS, la contribution supplémentaire, je me prends 1,5 million. L'IS, je me prends 1 million total 4,8. Avec le CICE, je perds, je suis court de 3 millions. Ça, c'est la réalité. Mon copain allemand, lui, il n'a pas ça. Hein. Et cette année, avec un CICE un peu tronqué, mais l'année prochaine, je suis encore court d'1,5 million. Et on me demande de faire 5 points de base de plus. Nous, on est dans la micro, et quand on se bat, on se dit, bah tiens, nous, on va racheter cette entreprise pour pénétrer le marché français, créer de la valeur, enfin le bullshit qu'on dit habituellement. Et bien, on nous dit non. On nous dit non. On nous dit non, on va le faire ailleurs. Hein, donc c'est ça qui est important. Donc je crois, je dirais, baisser le niveau des prélèvements, Karine Berger, pardon, c'est véritablement... On va devenir intime, hein, mais c'est sûr, avec des débats comme ça. Pour l'intimité, il faudra trouver quand même mieux qu'ici, hein, que l'hémicycle. Mais enfin, c'est un conseil d'amis. D'accord, mais se rapprocher quand même. Baisser le niveau de prélèvement. Non, mais là, je suis très sérieux. Baisser le niveau de prélèvement. Pierre Gattaz sera là tout à l'heure, et j'ai la chance de travailler avec lui aussi. Il va le dire, il le dit assez souvent. La transparence, la stabilité, la prévisibilité, la lisibilité. Quand on entend le gouvernement aujourd'hui, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on remet à plat dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'on transfère le social sur la TVA ou pas? Alors maintenant, vous dites non. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a une confusion, au moins dans la communication. Et ça, ce n'est pas possible pour nos groupes. Il faut concevoir une fiscalité avec une vision européenne, Dominique l'a dit, et un objectif de convergence européen. Et ça veut dire qu'il y aura des transferts, c'est clair. Et avec aussi des mesures d'impact systématiques. Je crois qu'il faut... Aujourd'hui, vous avez parlé des assises. Les assises, le patronat n'a jamais dit qu'il voulait des assises et rentrer dans les assises comme ça. Il a dit oui, il faut des assises à condition qu'on baisse le niveau de prélèvement. C'est ce qu'a dit Pierre. Écoutez, je suis désolée. On le verra tout à l'heure. Je sais très bien ce que demande M. Gattaz, mais les faits sont simples. Il y a eu une demande d'assises de la fiscalité qui d'ailleurs a été tout de suite acceptée par Bercy. Évidemment que ni le MEDEF ni personne n'a mis des conditions. Voilà, c'est tellement évident que je préfère quand même le préciser. Il me semble que Pierre a été clair là-dessus, mais peut-être... On sait ce qu'il demande, mais ce pas sous condition. Peut-être que le souhait était tellement vigoureux qu'on l'a pris pour une condition. Il sera avec nous tout à l'heure, on lui posera la question. Voilà, moi je crois qu'on a échangé beaucoup. Moi je terminerai pour un point général. Moi je trouve que, et d'ailleurs c'est peut-être même, quels que soient les gouvernements, on a trop aujourd'hui, on travaille trop sur les méthodes de réflexion, trop sur les méthodes de concertation. On ne travaille jamais, parce qu'on connaît quand même les solutions. Alors pas partout, mais on les connaît, il y a eu tous les rapports. On ne travaille pas sur les méthodes d'exécution. Ce qui pêche en France, c'est la méthode d'exécution. Et je crois que si on arrive à mettre en place des méthodes d'exécution, c'est-à-dire faire porter 80% de notre effort sur l'exécution des décisions qu'on sait qu'on doit prendre, peut-être qu'on aura une chance de développer et de changer l'image de notre pays. Merci.